Est-ce qu'Internet tue la démocratie? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, êtres humains, quand on délègue une partie de nos choix au calcul? Le combat qui est le nôtre, c'est pas un combat anti-technologique, c'est un combat pour limiter l'emprise du calcul dans l'organisation de nos vies. Je m'appelle Bruno Patino, je dirige une chaîne de télévision qui s'appelle Arte. J'ai fait toute ma vie dans les médias, presse écrite, radio, télévision. Et depuis de très nombreuses années maintenant, j'écris des livres, beaucoup de livres qui ont trait au numérique, certes, mais surtout à notre rapport personnel avec les écrans. Savoir ce que ça change dans nos vies. Et j'ai écrit un livre notamment il y a maintenant 7 ans qui s'appelait La civilisation du poisson rouge, et puis il a eu d'autres petits frères ou d'autres petites sœurs depuis, et le plus récent étant Submersion. Il y a des dates fondatrices en réalité dans, on va dire, dans ce qu'on peut appeler la révolution numérique. Alors évidemment il y a le début d'Internet, mais une date tout à fait importante pour moi, qui est une sorte de bascule, c'est 2007. On pourrait dire qu'il y a 3 choses qui s'inventent à peu près la même année, mais qui vont ensemble. La première chose, c'est l'invention du smartphone, c'est-à-dire en fait, au-delà de l'outil, de la connexion permanente, du fait que grâce à un outil, on va être connecté en permanence. Pour avoir fait de l'Internet et vécu de l'Internet bien avant, ça a tout changé en fait, le fait d'être connecté. À peu près à la même date se créent ce qui vont devenir les réseaux sociaux, et c'est aussi un moment où prend son envol la publicité ciblée. Et si on met ces 3 choses en même temps, c'est-à-dire la connexion permanente, le fait qu'on est tous en lien avec les autres, c'est-à-dire la connexion avec tout le monde, et le fait qu'il y a un modèle économique pour cette connexion qui vient depuis la publicité ciblée. Et pour moi, c'est le moment, si vous voulez, où l'économie de la donnée commence à prendre le contrôle du réseau. Dans les dates, évidemment, 2022 est une date très intéressante parce que c'est l'arrivée de ChatGPT. Et en réalité, on s'aperçoit de ce qu'est devenu le numérique, c'est-à-dire c'est notre vie, c'est-à-dire c'est moins une révolution technologique, puisque en réalité, l'intelligence artificielle, c'est déjà quelque chose qui se construit de longue date. Cette arrivée, mise à disposition par tout le monde, c'est le moment en réalité où la société, le modèle économique, la politique même, prend d'une certaine façon la vague de l'intelligence artificielle. Alors pour moi, c'est une étape supplémentaire. On pourrait, si on résume, dire la première étape du numérique, c'est la copie infinie et l'accès à tout. La deuxième étape, c'est le partage ou la viralité ou la propagation infinie et donc le fait que ça circule comme ça. Et la troisième étape avec les intelligences artificielles qui arrivent, c'est d'une certaine façon la production infinie. C'est-à-dire c'est une surcouche qui s'ajoute à ce qui se faisait et ça va un cran plus loin encore dans l'économie de la donnée. Alors est-ce qu'Internet tue la démocratie? Non. Mais il y a une chose à laquelle je ne crois pas, c'est le déterminisme technologique. C'est-à-dire que je ne pense pas que la technologie donne naissance à un régime politique. C'est-à-dire Internet donne soit la démocratie ou Internet donne la servitude totale. De la même façon, si vous regardez l'histoire de l'imprimerie, les 30, 40, 50 premières années après l'invention de l'imprimerie, c'est des années où la guerre civile commence à poindre, à faire rage en France, en Grande-Bretagne. C'est des années où les guerres de religion arrivent. Et d'une certaine façon, on peut dire que l'imprimerie a facilité ces choses-là, puisque les guerres civiles, c'était les pamphlets, les libelles, les guerres de religion, évidemment, c'est le moment où la Bible est faite en langage courant, etc., etc. Et puis si vous regardez 4 siècles après, vous dites non, l'imprimerie, ça a donné naissance à la démocratie moderne, à la philosophie des Lumières, à la science, et tout ça est vrai aussi. Et donc en réalité, si vous voulez, je pense que ce qui s'est passé avec Internet, ou ce qui se passe avec Internet, l'utopie première, c'est une utopie, certes de démocratie, mais de démocratie libertaire. C'est-à-dire, si vous reprenez la déclaration de l'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow, qui date de 1996, donc maintenant c'est la préhistoire pour Internet, on vous dit, dans cet univers, l'économie du partage régnera et l'égalité de tous avec tous, et donc on va partager le savoir, accès à l'information générale, etc. Et donc c'est un univers, en réalité, qui va être d'une démocratie totalement horizontale. À partir de 2006-2007, l'économie de la donnée commence à prendre beaucoup d'importance, et ce que je crois aujourd'hui, c'est que les conséquences de, entre guillemets, Internet sur le régime démocratique ou sur nos vies, c'est une technologie plus un modèle économique, plus un contexte politique. Et donc, si vous changez le modèle économique ou vous changez le contexte politique, vous changez la conséquence de la technologie. Et donc, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que, dans un premier temps, avec l'économie de la donnée, l'économie de l'attention a effectivement provoqué beaucoup de polarisation. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que ça a encouragé, ça n'a pas donné naissance. Mais les réseaux sociaux ont amplifié et accéléré cette polarisation, pas du tout
par la structure de réseau social qu'ils sont, mais par leur modèle économique qui était lié à celui de l'économie de l'attention. Et aujourd'hui, si vous voulez, avec cette surproduction, la délégation du choix devient quelque chose qui est pratiquement automatique. Et donc dans la réalité, à qui allez-vous déléguer ce choix-là? La première hypothèse, vous allez le déléguer en faisant un choix qui va être uniquement émotionnel parce que vous n'aurez pas le temps de le rendre rationnel. Deuxième hypothèse, vous allez le déléguer à quelque chose qui est une IA, un algorithme, et donc qui résulte d'une façon calculée. Et donc sans rentrer trop dans la théorie, si vous voulez, je pense qu'on est en train de vivre aujourd'hui un moment où des masses, on passe à la multitude, et donc en réalité, on n'a pas encore trouvé le modèle démocratique, non pas organisation des pouvoirs, mais on voit bien collaboratif, à un moment ou un autre, qui va prendre en compte cette multitude. Et donc aujourd'hui, on est dans un moment politique compliqué, où beaucoup de messages politiques tiennent à cette polarisation qu'on a vue, très importante, amplifiée par les réseaux sociaux. Et quand en plus certains ont comme projet politique de prendre la main sur ces réseaux sociaux, alors ils accélèrent encore plus cette polarisation. Et par ailleurs, on est géré de façon calculée et on a l'impression d'avoir notre liberté de manœuvre de plus en plus restreinte. Et donc on est dans ce moment assez difficile, mais encore une fois, je ne pense pas du tout qu'il y ait un déterminisme technologique. Je pense que c'est le moment où la politique au sens noble du terme, où la mobilisation sociale doit vraiment être pleinement consciente que une grande partie de notre vie démocratique se joue dans ces endroits-là. Et de la façon dont on va les organiser va dépendre de notre démocratie. Donc il n'y a pas un déterminisme immédiat entre Internet et la démocratie, mais disons qu'aujourd'hui, les modèles économiques numériques qui dominent ne renforcent pas notre démocratie, loin s'en faut. Alors dans l'idée de submersion, j'aime bien parler de Don Quichotte en fait. Don Quichotte, c'est d'une certaine façon peut-être le premier roman jamais écrit. Il est écrit en 1605, mais je trouve que cette idée d'être submergé à un moment donné par des contenus et de ne plus savoir quel est notre rapport avec la réalité, et je trouve que Don Quichotte, c'est quelque chose qui illustre parfaitement ça. Pourquoi? Parce que, rappelons-nous, Don Quichotte, en fait, c'est un type qui est submergé par les romans de chevalerie qu'il lit. Et à un moment donné, le déluge de contenu auquel il fait face est tellement fort franchement, il finit par croire qu'il vit dans une forme de fiction et qu'il est devenu un chevalier et qu'il va se battre, comme vous le savez, avec des géants qui sont en fait des moulins à vent, des soldats qui sont en fait des moutons, etc., etc. Et ce qui m'a intéressé dans Don Quichotte, c'est que on voit les effets qu'il y a de vivre dans une fiction permanente en réalité. Et le premier effet, c'est qu'on peut se dire c'est super, puisque finalement c'est un petit noble qui a l'impression de vivre son rêve en réalité, mais son corps, lui, est en permanence contraint par la réalité puisqu'il passe son temps à être roué de coups, frappé, moqué. Et donc c'est pour vous dire que quand vous décidez à un moment donné de vous déconnecter de la réalité parce que vous êtes submergé par des tas d'images, des tas de choses qui vous arrivent, la réalité elle finit toujours par se rappeler à vous. Il y a autre chose dans Submersion auquel je fais appel, c'est une vieille série très mauvaise mais formidable que j'ai adorée qui s'appelait Les Envahisseurs. Les Envahisseurs. Il y avait un générique formidable qui racontait que, je crois que c'était un agent d'assurance qui s'appelait David Vincent, qui un jour cherchait un chemin, un raccourci que jamais il n'a trouvé, et à la recherche d'un raccourci, il tombe sur un débarquement de soucoupe volante. Et à la fin, il va devoir convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Et moi, je me suis posé la question dans Submersion, c'est si David Vincent était en 2025, qu'est-ce qui serait passé ? Alors première chose, c'est qu'il n'aurait jamais cherché le raccourci puisqu'il l'aurait trouvé. Il n'aurait pas vu ce débarquement d'extraterrestres. Il n'aurait pas fait la rencontre imprévue qui donne un sens à sa vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que je crois que franchement, le calcul, les algos, les ordinateurs, etc., peuvent optimiser énormément de choses, mais il y a deux choses qu'ils ne peuvent pas optimiser. C'est la rencontre imprévue que vous allez faire à un moment donné, et la deuxième chose, c'est la quête que vous n'avez jamais trouvée qui donne un sens à votre vie. David Vincent, franchement, il aurait toujours trouvé le raccourci, il n'aurait jamais vu les extraterrestres, il n'aurait pas eu de sens à sa vie, s'il avait eu toute sa vie pilotée par le calcul des algos. J'ai pas dit par Internet, j'ai dit par le calcul des algos. Submersion dit juste une chose, vous savez, on a l'impression qu'à un moment donné, on est de plus en plus noyé par les images, par les textes, par les sons, c'est vrai. Mais en dessous, ce qui est en train de se passer, c'est que l'empire du calcul, à cause de la délégation de choix, à cause des algos, etc., est en train de prendre une partie croissante de notre vie.
et d'organiser une partie croissante de notre vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand toute l'humanité délègue une partie croissante de sa vie au calcul? Eh bien, à la fin, l'humanité n'existe plus. Seul le calcul existe. Le combat qui est le nôtre, c'est pas un combat anti-technologique, j'adore la techno. C'est pas un combat anti-internet, j'adore le réseau. C'est encore moins un combat contre la création, les créations d'images, de textes, etc. C'est un combat pour limiter l'emprise du calcul dans l'organisation de nos vies. Les réseaux sociaux, ça fait partie de ma vie depuis le moment où ils se sont créés. Il se trouve que j'ai commencé à faire de l'Internet, comme on disait à l'époque, avec les équipes du Monde, au début des années 2000, donc avant l'arrivée des réseaux sociaux. Je suis, j'allais dire, suffisamment, hélas, vieux pour avoir vu l'arrivée des réseaux sociaux. Et ça a accompagné ma vie, mais je dois dire que j'ai du mal à les mettre tous dans leur ensemble, parce que en réalité, le premier réseau social qui, personnellement, moi, m'a impacté, c'est Twitter. Aujourd'hui, c'est devenu X, donc c'est autre chose, mais Twitter, ça a été vraiment une caisse de résonance pour l'espace public en réalité. C'est quelque chose qui était à la fois le réseau social sans doute le moins puissant de tous, enfin de tous les grands. C'était sans doute le réseau social qui technologiquement était le plus pauvre, mais pour moi, en réalité, c'était le réseau qui a fait le plus d'influence dans ma vie. Et je me souviens de ce philosophe qui m'a dit « Tu vois ça, pour la première fois, quelqu'un comme moi peut voir l'opinion en train de se faire ». Et donc on avait l'impression vraiment que c'était une agora, un espace de discussion et de débat. Et moi je l'ai vu devenir petit à petit une arena, c'est-à-dire un lieu de combat. Et donc j'ai ce rapport très ambivalent avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que personnellement, un surconsommateur des réseaux sociaux, clairement. X encore malgré tout, Instagram parce que comme tout le monde je m'y suis mis et que je trouve ça absolument formidable, et puis j'ai d'autres réseaux, mais j'ai vu aussi leur évolution et qui souvent m'a préoccupé d'ailleurs. Les réseaux sociaux pour tous ceux qui, j'allais dire dont le métier était le journalisme, l'information ou les médias au sens large du terme, c'est-à-dire la culture, le divertissement, c'est toujours protéiforme si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un outil sur lequel vous pouvez pousser, promouvoir ce que vous êtes en train de faire. C'est un outil aussi, et pour moi ça c'est très très important, où vous pouvez dialoguer avec votre audience. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a fait de la télé, ou qui a fait un journal, ou qui a fait une radio, et qui pendant toute sa vie professionnelle, puisque j'ai cet âge-là, publiait des choses ou les diffusait sans avoir de voie de retour autre que les gens qui croisent dans la rue ou ses proches. Et tout d'un coup, vous mettez quelque chose à disposition et vous avez la discussion qui s'ensuit, qui peut être une discussion interrogative, qui peut vous challenger, qui peut vous remettre en question, qui peut approfondir. Donc c'est formidable pour ça. Et puis on a vu aussi que ces réseaux, à un moment donné, c'est une expérience particulière. C'est pour ça que je les mets absolument pas tous dans le même sac, parce que l'expérience que vous vivez sur Instagram, sur X, sur Facebook, sur TikTok ou sur d'autres, c'est pas la même. Et d'une façon ou d'une autre, quand vous, je déteste le mot que je vais employer, faites des contenus. En réalité, ce que vous proposez à une audience, c'est une expérience donnée. Et donc, vous finissez par vous dire, si je crée quelque chose pour Instagram, Arte a créé il y a plusieurs années une bande dessinée interactive sur Instagram. Si je crée une fiction plutôt courte que je vais mettre sur YouTube, alors est-ce que c'est un réseau social ou une plateforme vidéo? On peut en discuter, voilà. Si je fais ceci sur TikTok ou ailleurs, évidemment, je suis dans un contexte particulier et je dois proposer une expérience particulière. Donc je dois écrire et produire de façon spécifique. Aujourd'hui, pour nous, les abonnés numériques chez Arte, on en a de 26 à 28 millions. C'est une partie considérable de notre public et extrêmement importante. Alors quand je dis que je n'aime pas le mot contenu, créateur de contenu, c'est pas le mot créateur qui me pose un problème, c'est le mot contenu. Parce que ça veut tout dire en réalité du contenu, ça veut tout dire et rien dire. Moi je viens de la presse écrite et dans la presse écrite on m'a toujours appris la forme c'est le fond et le fond c'est la forme. Donc le contenant et le contenu à la limite. Et donc c'est le mot contenu que je n'aime pas. Parce que ça sous-entend que tous les contenus sont d'une certaine façon dans la même catégorie. Or, c'est comme si vous disiez à un moment donné à un restaurateur qu'il est créateur de nourriture, il vous dirait oui, d'accord, peut-être, mais franchement, on va aller peut-être au-delà de ça. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est un univers, comme je le disais tout à l'heure, protéiforme, c'est-à-dire c'est un univers de discussion, de création et d'interaction, et d'accélération et d'amplification.
Et même déjà, on pourrait dire que quand vous amplifiez quelque chose, vous faites partie de ce système créatif. C'est-à-dire que la distinction profonde entre ce qu'on crée et ce que ça devient de plus en plus floue parce que dans l'interaction, il y a aussi souvent une itération. Mais bien sûr qu'on crée pour les réseaux sociaux, c'est une évidence. Ce que j'essaye de dire dans mon ouvrage Submersion, justement, c'est que ce qui nous arrive, c'est qu'aujourd'hui, en plusieurs étapes, on a eu d'abord accès à tout. Et pour les anciennes générations, c'était quelque chose de totalement révolutionnaire. Puis ensuite, on a pu partager, amplifier et interagir avec tout. Et maintenant, quasiment tout peut être produit à tout moment. Mais ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux et ce qui est un vrai défi, c'est qu'en fait, ce sont des endroits avec très peu de contexte. C'est-à-dire ça mélange tous les contextes de conversation aussi, et j'allais dire très peu de catégorisation ou de silos entre types de création que vous avez. Et donc d'une certaine façon, ça donne à la fois une idée d'amplitude et de déluge absolument fou, mais ça nous demande aussi pas mal de travail parce qu'il faut qu'on arrive, nous, à déterminer à quoi on a affaire à ce moment-là. Si je prends la civilisation du poisson rouge, c'était l'idée de dire on est dans le bocal de nos écrans, en réalité, on est devenu notre temps d'attention en réalité est devenu une ressource extraordinairement importante. Tous les mécanismes numériques, les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux, se sont créés pour extraire le plus possible notre attention. Et d'une façon ou d'une autre, ça provoque deux choses. Ça provoque d'un point de vue individuel la dépendance aux écrans, et ça provoque d'un point de vue collectif la polarisation collective, c'est-à-dire que le fait que petit à petit le débat collectif devient de plus en plus un combat parce que pour des raisons de modèle économique, un certain nombre de principes organisateurs, les algorithmes ou autres, mettent en avant les messages les plus émotionnels. Et puis voilà que petit à petit, il se passe quelque chose qui va un peu au-delà de ça, c'est-à-dire que le nombre de contenus devient infini, de plus en plus. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui, il y a 40 ans, 50 ans, avait accès à 20h30 le soir, il avait accès à 3 contenus vidéo, uniquement comme ça. Et puis qui maintenant, en moyenne, a accès, si je mets YouTube à part, à environ 60 000 contenus vidéo, si je mets YouTube dedans, ça s'appelle l'infini. Et puis avec les IA qui arrivent, ça va être l'infini plus 1, comme je le dis dans le livre Submersion, c'est-à-dire que c'est encore plus que ça. Et donc d'une façon ou d'une autre, c'est rajouter à l'économie de l'attention l'économie du choix. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contenus qui nous sont envoyés, qu'à un moment ou un autre, ça provoque un mécanisme de fatigue. Alors comme j'aime bien les idées aquatiques, j'ai repris le poisson et j'ai dit, bah voilà, dans cette vague, dans ce tsunami, il n'a plus la maîtrise de son environnement. C'est ça que ça veut dire, son environnement naturel, il n'en a plus sa maîtrise. Et donc, quelle solution va-t-il trouver à un moment donné pour récupérer une sorte de cette maîtrise? Et donc l'idée de Submersion, c'est de dire, voilà, face à cet infini de contenu, on voit la fatigue. Et aujourd'hui, on a à peu près toutes les études, on appelle ça fatigue informationnelle, fatigue décisionnelle, lassitude par rapport aux écrans. On voit bien que tout ça existe. Et qu'est-ce que ça provoque? Deux choses, soit le retrait, donc vous avez la fatigue informationnelle, les gens qui disent « je ne veux plus m'informer », soit, autre mécanisme, la délégation, c'est-à-dire je vais demander, entre guillemets, à quelqu'un de choisir pour moi. À l'algorithme, à l'agent d'intelligence artificielle qui arrive, et je pense que ce qui s'ouvre, c'est un moment où on va de plus en plus déléguer à l'IA une grande partie des choix de vie qu'on fait, pas seulement les choix de la vidéo à regarder, de l'information à voir, mais de son choix. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, êtres humains, quand on délègue une partie de nos choix au calcul? Je dis, bah voilà, quand on délègue notre choix, est-ce qu'on est encore des humains plein et entier, ou est-ce qu'on est un peu réduit à la version calculée de nous-mêmes? C'est ce que je crois. Et la deuxième chose, est-ce que la réalité reste la réalité? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans un système, ou comme c'est un système calculé, en réalité le système, il est fait pour toujours répondre à votre requête, et donc il ne vous permet pas de trouver des choses que vous ne cherchiez pas, et il ne vous permet pas de ne pas trouver quelque chose que vous cherchez. Et donc pour ça, c'est un système optimisé d'un point de vue du calcul. Du point de vue humain, je suis moins sûr. Il y a une vieille question philosophique, c'est est-ce qu'on peut choisir de ne pas être libre? Est-ce qu'on peut choisir d'être esclave? Et en réalité, oui, bien sûr qu'on peut le choisir. Mais après, est-ce que ce choix, quand on le fait, est un choix librement fait, est une question à deuxième niveau. Mais en réalité, si vous voulez, l'emprise, entre guillemets, du calcul, des algos, etc. dans notre vie, il est dû à nous, évidemment. Il y a l'expression américaine qui dit « faut être deux pour danser le tango ». Et on danse le tango, parce que c'est tellement facile, c'est tellement extraordinaire. Dans Tempête dans le bocal, où je disais finalement, il faut bien voir que c'est l'alliance du calcul et du jeu, notre vie numérique aujourd'hui.
c'est-à-dire du calcul parce que le principe organisationnel, l'économie, etc. résulte sur l'économie de la donnée et donc sur une structuration du calcul. Mais d'un autre côté, si nous on l'adopte, c'est que tout ça c'est gamifié de façon extraordinaire. Et vous savez, on parlait de gamification générale à un moment donné. Et oui, bien sûr, on va dans ce jeu-là. Alors, chez Squid Game, ça peut mener à la mort. Là, nous, ça peut mener à l'addiction ou ça peut même mener à l'insatisfaction. Parce que certains d'entre nous, ça y est, on est pris dans le truc, on y va, on s'amuse et puis à la fin, on se dit bon, j'ai un peu perdu mon temps. Mais sur le moment, parce que sécrétion de dopamine, effet de récompense, effet d'habitude, effet de complétude, tous ces effets que les neurosciences ont parfaitement documentés, eh bien à un moment donné, c'est entre guillemets un peu plus fort que nous et on y consent. Moi, je pense plutôt qu'on y consent plus qu'on le choisit, mais ça c'est une question philosophique un peu longue, mais on y consent et donc on y est. Et évidemment qu'il y a un côté, c'est comme se gaver de sucre, c'est pas bon pour la santé, et en même temps, si je choisis à un moment donné de manger 3 kilos de Kit Kat Ball, c'est moi qui les mange. C'est personne d'autre qui me les fait manger. Mais en même temps, le sucre provoque dans cette réaction. Et donc oui, on est dans ce moment-là où la force du jeu, c'est de nous faire oublier le calcul. Et donc, on est dans cette gamification. Vous savez, il y a en 1993, celui qui allait fonder Netscape. Alors Netscape, pour beaucoup de monde, ça doit rien dire du tout. C'était un des premiers navigateurs vers 1994 et sans doute le premier vrai navigateur grand public de l'Internet qui a disparu corps et biens. Mais son inventeur, c'était un entrepreneur assez incroyable, champion de voile par ailleurs, qui s'appelait Jim Clark et qui adorait faire des prophéties. Et il avait fait une conférence en 93 dans laquelle il dit un jour, notre vie sera, toutes nos vies, tous les aspects de nos vies seront organisés comme un immense jeu vidéo. Et on passe en fait dans l'ère du jeu vidéo. Et on ne le sait pas encore. Et on est en 2025 aujourd'hui. Pouvez-vous dire qu'en 1993, il avait quand même vu juste. Quel est l'avenir de nous comme poissons dans le bocal, puis en tempête, et puis en train de se noyer? La vraie question qui se pose en réalité, c'est de savoir si cette surcouche générale qui existe maintenant n'est pas en train, en vérité, de nous couper de tout sens de réalité. Ou plus exactement, pour être précis, la réalité devient un récit comme un autre. Et donc, je vais reprendre Don Quichotte, c'est-à-dire qu'on est toujours rappelé par le réel, mais il faudrait que je trouve la bonne métaphore aquatique et je ne suis pas du tout sûr de la trouver. Pour le moment, le poisson, là, en ce moment, il est plus sûr ni d'être dans l'océan, ni dans un bocal, et il a un rapport à son environnement qui est extrêmement complexe. Parce qu'en fait, il est en train de vivre dans un monde où l'environnement est toujours mouvant, parce qu'il est lui-même le créateur de son propre environnement, en tout cas, de l'impression qu'il a de son propre environnement. On n'est pas des poissons dans le désert, on n'est pas asséchés. Je sais que souvent j'ai l'air un peu pessimiste, mais je ne le suis pas parce qu'en réalité, évidemment, l'Internet, comme on dit aujourd'hui, mais la numérisation ou autre, ouvre des champs de possibles qui sont tellement importants qu'on n'a pas encore totalement, ou pas du tout d'ailleurs, caler un peu le moment où ça va pouvoir être bénéfique pour à la fois chacun d'entre nous et pour la collectivité. Mais ce que je veux dire par là, ça c'est mon côté optimiste. Mais mon côté pessimiste, c'est que ça ne se fera pas tout seul. C'est que jamais ça se fait tout seul. Ça se fait parce qu'à un moment donné, il faut combattre, se battre, politiquement parlant, pour déterminer l'usage ou le meilleur usage qu'on fait de cette technologie qui peut encore une fois faire progresser l'humanité. Le problème de l'attention, ça a toujours été un problème très important pour tous ceux qui créent quelque chose. Et donc les réseaux sociaux, ils n'ont pas inventé la façon d'essayer d'attirer l'attention. Vous savez qu'il y a un compositeur, par exemple, qui s'appelle Joseph Haydn, qui composait pour la cour et qui s'apercevait que quand il jouait ses symphonies, la cour avait une fâcheuse tendance à s'assoupir parce que c'était après le déjeuner. Et donc il a créé une symphonie qui s'appelle La Surprise, où au bout de je ne sais plus combien de mesures, vous avez un coup de cymbale comme ça pour réveiller l'auditoire et attirer son attention. Et bien, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux, eux, c'est comme Joseph Haydn, pour nous réveiller en permanence ou pour nous rendre addicts, ils créent un effet de cymbale à peu près toutes les 10 secondes.